Bonjour mes amis, je vous retrouve pour la énième vidéo. Alors comme toujours, très grand merci pour votre participation qui contribue à la vie de cette belle communauté. J'adore. Et puis j'adore vous lire parce que comme je vous ai dit, c'est un peu de vous que vous m'offrez. Donc c'est un très beau cadeau et tous ces commentaires amènent beaucoup à tout le monde. Donc je vous engage vraiment à lire les commentaires des abonnés. Parce que je trouve ça vraiment extraordinaire. Alors, pour continuer, je vous ai un peu expliqué, peut-être trop rapidement, je vous prie de m'en excuser, parfum chimique, parfum naturel. C'est pas très clair, je ne suis pas chimiste, mais je vais peut-être essayer de mieux vous l'expliquer car j'ai vu que c'était un peu confus. Pour vous donner un exemple, la vanilline, qui est une molécule de synthèse, elle est issue, en fait, je crois, de la fève tonka. Et pourquoi? Parce que tout simplement, vous savez, vous connaissez le prix du kilo de la vanille et de plus lorsqu'elle est utilisée, on va dire, à matière naturelle, non seulement elle est hors de prix et en même temps elle n'est pas stable dans le temps. Donc, lorsqu'on isole des molécules de synthèse, ça veut dire qu'on prend une matière naturelle, on va la fractionner et on va obtenir une senteur proche de ce qu'on recherche. Par exemple, pour la violette, la violette, c'est la même chose. L'extraction n'est pas possible, la distillation, c'est hors de prix et l'odeur, au final, n'a aucun rendu ou très, très mauvais. Eh bien là, les chimistes ont découvert que, comment ça s'appelle? Oui, c'est l'iris. L'iris qui a cette note poudrée, eh bien, en isolant des molécules, comme si c'était en fait des sous-familles, on reproduit très bien la violette. Allez, je ferme le chapitre. J'espère que c'est plus clair. C'est très différent d'un parfum produit en laboratoire qui est totalement chimique. Ça n'a rien à voir, rassurez-vous. Bref, donc j'en étais restée qu'avec cette révolution, on pouvait avoir énormément de senteurs à notre disposition. J'ai très peu parlé des messieurs, j'en suis désolée. J'espère que si Herville est là, il ne m'en voudra pas. Pourquoi je n'en ai pas parlé? Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est apparu davantage dans les années 50, la mode pour les hommes qui se parfument grâce au vétiver, à la lavande et grâce à cette révolution de la chimie organique. Les hommes vont commencer à se parfumer, on va dire, et les gammes vont se développer à partir vraiment des années 60. Rappelez-vous, l'eau sauvage de Dior, une manne, les femmes s'en sont emparées, car à l'époque, les parfums étaient floraux, je vous ai expliqué, le lilas, le muguet qu'on utilisait beaucoup, et très très peu de ces, on va dire, senteurs fraîches. Mais mai 68 n'est pas loin, et vous comprenez que la femme qui est en pleine mutation et qui se revendique l'égale de l'homme, veut aussi, après avoir coupé ses cheveux, accéder à cette liberté d'être et de faire. Et qui dit liberté, va dire des notes fraîches, des notes boisées qui vont être presque masculines. C'est pour cela que l'eau sauvage s'est beaucoup vendue et se vend encore pour les dames. Bref. Et ensuite, tranquillement, rappelez-vous les années 70, les pantalons pattes d'éléphant. Ah, ça a été une sacrée époque. Cette découverte des eaux fraîches va continuer, l'eau de Lancôme, l'eau de Rochasse, j'imagine. Laissez en commentaire toutes ces senteurs et l'accord qui me disait les colombes de Nina Ricci. Et oui, ce flacon après-guerre avait été construit justement, je dis construit, pour synonyme de liberté, les colombes, le symbole de la liberté qui arrivait. Un message d'espoir. Très joli commentaire, merci et l'accord. Et merci à vous tous et mon amie Florence d'enfance, je suis tellement heureuse de l'avoir retrouvée. Et en plus, elle vient ici sur cette chaîne nous parler de son papa coiffeur et du sambon, des merveilleux souvenirs. Je t'embrasse Florence. Et voilà, donc pour vous dire, une évolution rapide, ça va très très vite. Et tous ces couturiers parfumeurs qui ont compris que luxe et parfum ne faisaient qu'un, vont être petit à petit menacés par les couturiers
qu'on appelle les couturiers du prêt-à-porter, hein. Vous vous rappelez Anaïs de Cacharel et tous les autres qui sont arrivés par la suite, Kenzo. Et puis, puisque ça marche et que le parfum c'est juteux, eh bien, les joailliers vont arriver, Cartier, Van Cleef, etc., hein. Donc, on a compris que là, on est dans un secteur qui est prometteur, qui laisse beaucoup d'argent et on est capable de mettre beaucoup d'argent pour le marketing. Car comment vendre un produit s'il n'y a pas de publicité et si on ne fait pas rêver les femmes avec du marketing, avec des déesses de la mode, des mannequins, avec des contrats de millions d'euros. Rappelez-vous, comment s'appelle-t-elle, Sharon Stone, hein, pour J'adore, et toutes les autres, hein, numéro 5, il y a eu non, c'était Vanessa Paradis qui faisait Coco. Bon, bref, donc vous comprenez bien qu'à la sortie, le prix du flacon n'est pas du tout le même. Et dans ces années 70, avec ce moment de révolution qui flotte, on va arriver aux années 80, la femme est de plus en plus émancipée, elle travaille, elle s'habille comme un homme, elle met des épaulettes, vous vous souvenez, les tubes, les chansons, on est dans l'extase, on est dans la joie, on est dans le partage, on met des paillettes, du bleu, du vert, du fuchsia, enfin c'est de la joie partout. Eh bien, la femme va vouloir s'imposer et s'imposer également en affichant des parfums beaucoup plus présents. Et oui, le parfum, on repère les personnes aussi grâce à leur odorat, hein. N'oublions pas la fonction de notre cerveau, hein, cette mémoire olfactive de la nuit des temps. Eh bien, cette femme des années 80, d'ailleurs, il y a eu Charlie de Revlon, hein, je pense que vous l'avez toutes eu ou senti, eh bien, ces femmes vont voilà, venir s'imposer grâce à leur parfum et on va retrouver des parfums en même temps très enveloppants, Coco de Chanel, Trésor de Lancôme. Petit à petit, on sent des parfums qui se veulent légèrement plus gourmands, plus arrondis, comme si on venait vouloir être materné, rassuré. Jusque-là, tout est parfait, tout marche, mais l'année 90, un grand tournant, j'en avais parlé il y a 2 ou 3 vidéos, Angèle, la révolution, fallait oser mettre des notes de barbe à papa, du caramel, de la vanille, du chocolat, des fruits rouges et du patchouli. Et le patchouli revient en force et on va retrouver grâce à ce parfum rassurant, en même temps chaud et enveloppant, une multitude de déclinaisons. Ce n'est pas pour rien, je pense qu'ensuite la petite robe noire est arrivée et tous les gourmands que vous connaissez, que vous portez à l'heure actuelle. Donc, vous voyez que c'est très intéressant et jusqu'aux années 90, eh bien, la parfumerie explose, hein. On voit des noms de parfumeurs qu'on n'aurait jamais même imaginé qui se revendiquent parfumeurs. Je ne citerai personne. Eh bien, tous ces parfumeurs, la concurrence est accrue et ils sont eux aussi menacés. Cette parfumerie sélective, qu'on a appelée sélective, se banalise et tout ce qui devient banal en devient presque ordinaire et on a du souci à se faire, même si on gagne beaucoup d'argent. C'est que beaucoup de parfumeurs se font racheter hein, par de grands groupes, hein. Lancôme que vous connaissiez bien, Dior, enfin le groupe LVMH qui est derrière, qui détient aujourd'hui un gros capital aussi au niveau de la parfumerie. Et bien, tous ces parfumeurs se sentent quand même bien menacés. Et d'autres parfumeurs, on va dire, c'est là qu'arrive la parfumerie de niche, des parfumeurs qui se veulent exclusifs, on communique peu, ce sont des parfums confidentiels, l'artisan parfumeur, euh, Annie Goutal, Serge Lutin, c'est tant d'autres. Et cette parfumerie de niche qui est réservée eh ben, on va dire, à la haute, parce que vu le prix des senteurs qui peut s'offrir, peu de gens peuvent s'offrir des senteurs à des prix exorbitants. Attention, je ne dis pas que ça ne le mérite pas. Je dis tout simplement que là encore, on touche vraiment à une catégorie de gens. Tout le monde ne peut pas s'acheter voilà, ces belles senteurs et ces beaux flacons.
Eh bien, c'est intéressant et alors la tendance à l'heure actuelle, c'est toujours ces parfums gourmands, hein, comme si on voulait rassurer. Mais dans les années 90, on voit arriver en même temps, parallèlement, des senteurs très frais, très, 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 très frais et des senteurs presque unisexes. Pourquoi d'après vous? Le sida est passé par là, et oui. Et donc on veut donner aux gens l'envie, d'aimer, mais ne pas tomber malade. Et qu'est-ce que c'est qui rend cette notion de propre? On en a parlé, l'éternelle Cologne, hein. Calvin Klein, voilà, c'est Kawan, toutes ces senteurs mixtes rassurantes de propreté. Alors aujourd'hui, vous avez le choix, ou vous avez beaucoup d'argent et vous allez vous acheter les parfums qui vous plaisent, ou vous en avez moins. Et là, ça va être un peu plus compliqué. Le parcours du combattant, hein, Inès, on est d'accord. Eh bien, sachez qu'il existe malgré tout des petites marques qui sont beaucoup moins connues, dont je vous parlerai. Alors effectivement, pas de publicité, il faut fouiller, il faut prendre du temps, mais ça existe, rassurez-vous. Et puis, j'ai un petit regret, c'est que lorsque je vous ai parlé sur la première vidéo, l'histoire des parfums, je n'ai pas mentionné en fait l'Orient. Et pourtant, sans l'Orient, nous n'aurions pas tout ce que nous avons aujourd'hui à notre disposition. Et d'ailleurs, l'Hérodote, l'Ancien, disait que 4 siècles avant Jésus-Christ, eh bien, l'Orient était la terre des parfums, car on y trouvait la myrrhe et l'encens. C'est pas beau ça? Voilà. Donc, je vous retrouve à la prochaine vidéo pour vous parler